Il me reste... Oh, bon, tu vois, j'ai de la marge. Eh bien, merci à tous d'être venus à cette conférence. Donc, c'est une conférence de troll. En fait, je vais vous présenter un projet sur lequel j'ai travaillé, qui m'a fait relativiser énormément la façon dont on développe en Java. Je voulais partager ça avec vous. Donc, moi, je maintiens le plugin Docker pour Jenkins, qui utilise la librairie Docker Java pour discuter avec le démon Docker, avec les API Docker. Et en fait, ce démon, le plus simple, c'est d'aller regarder, enfin, cet API, le plus simple, c'est d'aller regarder un peu comment c'est foutu. Et c'est assez typique de la façon dont on construit du code Java. Donc normalement, j'ai un IDE quelque part ici, voilà. Et il y a même un mode présentation. Donc il y a une super classe qui s'appelle Docker Client dans Docker Java API. Donc c'est une interface, parce qu'on programme avec des interfaces séparées des implémentations, des trucs nickel. Et donc, on a un pattern du genre, on va créer une image. Donc, on invoque cette API qui permet d'avoir un objet de création d'image. Donc, il y a évidemment une implémentation qui crée le create-image machin imple. C'est une belle séparation qui lui-même passe par un ta gueule. Je ne suis pas disponible. Qui passe par un truc d'exécution. Parce que comme ça, on a le truc qui est déjà abstrait, mais qui lui-même passe par un exécuteur qui est abstrait. Parce que c'est à nouveau une interface. Ouais, il n'y a pas que moi qui perturbe les talks. Et donc ici, là, super subtilité, on voit la force de ce découpage où on a les interfaces et les implémentations. On va avoir l'implémentation en JAX-RS et l'implémentation en ETI. Ça, on peut basculer d'un mode NIO à un mode plus traditionnel, changer d'avis sur l'implémentation qu'on utilise, enfin des trucs de fou, quoi. Et donc à la fin, eh ben, ça utilise tout simplement un client HTTP pour aller faire une requête qui fait un /image create en passant 3 paramètres dans la requête. Et puis voilà, donc on a empilé 4-5 couches comme ça. Bon, dans l'ensemble, ça marche à peu près, sauf dans certains cas un peu tordu. Alors moi, j'ai eu 2-3 soucis avec cette API, entre autres avec le mainteneur, qui est un gars qu'on s'est frité 2-3 fois sur GitHub de manière assez violente, donc c'est un petit peu compliqué maintenant de faire des pull requests. Et puis, le design même du truc, en fait, quand j'y réfléchis un peu, là, l'exemple que j'ai montré, on veut faire un HTTP GET, quoi, sur une URL avec 3 paramètres. On s'est empilé 3-4 couches machin pour aller discuter avec Netty qui lui-même fait des I/O asynchrones. Alors, on enchaîne pas mal de choses pour un truc qui a priori c'est une commande curl, quoi. Ça va pas très loin. Donc du coup, je me suis posé la question, bon, comment est-ce que je vais intégrer ça dans Jenkins? Parce que Jenkins a ses petites particularités. L'une d'elles étant la façon dont le class path de chaque plugin est construit, qui fait qu'on peut vite aller polluer les autres plugins avec des dépendances. Donc, entre autres, la version JAX-RS de Docker Java, on peut difficilement l'utiliser parce qu'il y a plein d'autres plugins qui utilisent JAX-RS et évidemment dans des versions incompatibles. Parce que vous savez, quand on vous dit compatibilité ascendante, blablabla, c'est une gentille promesse, hein, mais dans la vraie vie, c'est pas aussi simple que ça. Donc l'idée, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va aller regarder ce qui se passe ailleurs. Donc je cherche les alternatives. Donc il y a plein de gens qui font des clients Docker en Java. Donc c'est l'occasion d'aller creuser un peu. Donc Docker Java, effectivement, c'est le premier dans la liste et c'est l'un de ceux qui est le plus utilisé. Et puis là, je suis tombé sur celui de Spotify qui est utilisé. Donc ils ont un plugin Maven qui utilise leur librairie. Ils ont 2-3 briques comme ça qui utilisent leur librairie, elle est assez référencée. Donc je me dis, ok, impeccable, on va essayer là-dessus. Puis quand je regarde un peu la structure du projet, on tombe sur un client de Jersey qui lui-même utilise la librairie Apache. Donc là, on commence à dépiler un peu la stack en fait, de comment le client est construit. C'est-à-dire que lui-même se base sur un autre truc qui est basé sur un client REST, qui lui-même se base sur un client HTTP. On a un peu le jeu de poupée russe. Et en fait, c'est que moi, ce que je voulais faire, c'était ce qu'on fait en gros quand on fait un Docker Run en mode interactif. C'est-à-dire qu'on a un channel entre la ligne de commande Docker et le conteneur.
Je voulais m'en servir en fait comme tunnel pour permettre à Jenkins de communiquer avec ce qui se passe dans le conteneur au moment où on le démarre. Donc j'ai besoin de ce mode interactif. Et donc effectivement, je me dis, on va aller regarder comment c'est fait. Donc, on tombe sur l'issue qui dit, en fait, on ne peut pas faire l'attachement stdin sur le Docker Client Spotify. Et le gars, il explique qu'en fait, ça utilise un petit peu comme les WebSockets. En fait, c'est le même genre de mécanisme. Donc ça utilise le fait que HTTP, au final, c'est une connexion TCP et qu'il y a un mécanisme d'upgrade de protocole qui est prévu dans la norme HTTP qui consiste à dire, au moment où on fait la requête, le serveur va me dire, on va faire en gros un échange avec le serveur pour lui dire, en fait, on a dit qu'on faisait du HTTP, mais pas vraiment, on aimerait faire un peu plus que ça, on se met d'accord, et quand on est d'accord, en fait, ça devient bidirectionnel. Donc on n'est plus vraiment dans du HTTP, mais au final, on a toujours utilisé la même connexion TCP réseau, il n'y a rien de magique là-dedans. Sauf que quand on est un créateur de librairie client HTTP comme Apache, on s'est dit, une fois que la requête est partie, le stream, il est terminé. On ne peut plus écrire dessus. Donc on tombe sur des... Est-ce que j'ai le... Non, ça... On tombe sur des trucs dans ce genre-là où le mec explique comment contourner ce problème. Ça s'appelle le workaround, qui consiste à faire de la réflexion. Alors pour ceux qui n'aiment pas Java, c'est le genre de choses qui fait hurler en général. Où en fait le gars il explique, voilà, je vais être obligé de traverser tous ces champs les uns après les autres pour retrouver le vrai stream qui me sert à communiquer en TCP. Et donc, je vais demander à ma JVM, OK, j'ai besoin d'accéder à ce truc-là, laisse-moi passer, s'il te plaît. Voilà, donc, parce que oui, la sécurité dans la JVM consiste à dire, s'il te plaît, est-ce que je peux passer? Elle répond, ouais. Donc, il y a tout ce tas de trucs là qui permet de dire, en fait, je sais comment c'est fait la librairie Apache, donc j'ai besoin d'aller taper là pour faire ce que j'avais envie de faire, parce que en fait, c'est pratique quand même la librairie Apache, mais ça ne fait pas ce que je voulais. Donc on se fait quand même des bons nœuds au cerveau pour contourner une limitation de la librairie. Donc la première fois que j'ai vu ce hack, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, si je montre ça aux gars du support chez CloudBees, ça ne va pas les faire rigoler beaucoup de se dire que la production se base sur un truc dans ce genre-là. Alors soit dit en passant, il y a énormément de productions qui se basent sur des hacks de ce genre-là, mais bon, bref. Alors du coup, je me suis dit, on va aller voir un peu ailleurs. Donc on a récemment embauché des gens qui travaillaient dans l'équipe Fabricate. Donc je me suis dit, allez, on va aller regarder ce qu'eux font de leur côté. Alors, la difficulté, c'est des gars qui se sont dit, on va faire un truc à base de générique en Java pour faire un beau modèle dans tous les sens. Et alors, je ne vais pas vous montrer le code parce que là, je vais largement dépasser sinon, mais si vous avez l'occasion d'aller regarder là-dedans, si les génériques en Java, ça vous fait mal au crâne, allez regarder le code du client Docker Fabricate. Je ne comprends pas comment le compilateur arrive à parser simplement le code qu'ils ont écrit, parce que c'est des génériques de génériques de génériques qui eux-mêmes héritent d'autres génériques. C'est complètement improbable. Par contre, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que pour tous les objets qui correspondent aux payloads qui sont échangés via l'API, ils ont utilisé un générateur. En fait, ils sont basés sur le client en Go, qui est un peu la référence au final. Ça utilise la réflexion Go pour deviner la structure des données qui sont échangées et ça génère le code Java qui va à côté. Et ça, je me dis, c'est quand même un bon moyen de s'assurer que, oui, même s'il y a des specs, des documentations sur les API, au moins ça permet d'être sûr de ce qu'on manipule. Et ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, les gens de Docker, comme tout le monde leur disait qu'il n'y avait aucune spec pour leur API, ils ont créé une API Swagger. Donc on n'a plus besoin de faire ce genre de hack. Non, il suffit de prendre la spec Swagger et de générer le code. Pardon. Donc effectivement, on a... Alors, techniquement parlant, pour l'instant, il ne leur sert qu'à documenter l'API, il ne génère pas le code Go associé, il n'y a qu'une petite partie qui est faite comme ça. Mais leur objectif, effectivement, c'est qu'elle serve vraiment de référence et que même le client, la ligne de commande Docker, machin que vous utilisez, utilise elle-même le code généré à partir de cette référence. Donc ça semble a priori être un bon moyen pour construire des clients. Donc moi, je me suis dit, écoute, on va faire ça, puisque personne ne l'a fait avant, il n'y a pas de raison. Alors, je dis puisque personne ne l'a fait avant, puisque effectivement, j'ai dû faire 2-3 pull requests sur la spec Swagger, qui, par endroits, il manquait quand même des gros bouts. Donc, c'est ce qui me fait penser qu'il n'y a pas grand monde qui a dû jouer avec avant. Donc, j'ai créé Joker. Donc, au début, j'avais utilisé le logo qui était là, et puis ils m'ont gentiment contacté en me disant, tu sais bien, en fait, que ça, c'est un logo officiel de Docker et que tu n'as pas le droit de le détourner. Donc, voilà, j'ai obligé de changer. Et je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Et donc, le plus simple, c'est de vous montrer un peu comment c'est foutu à l'intérieur.
pour tenter de vous convaincre que c'est vachement trop mieux. Si j'arrive à basculer sur l'autre, comment on sort du mode? Ah, bon, close, ça sera aussi simple. Voilà, et on est dessus. Voilà. Donc ici, de manière très originale, j'ai un truc qui s'appelle Docker Client. Et je vais retourner en... Comment on se met en gros? Bon, ça c'est gros, non, peut-être pas trop. Attends, on va revenir en... Enter Presentation Mode. Voilà. Donc là, de manière très originale, moi je ne me suis pas pris la tête, hein, j'ai des classes, je n'ai pas l'intention de changer de client Docker toutes les 5 minutes, où je me doute que si j'en change, ça va avoir des impacts partout. Donc de toute manière, comme je le crée exprès pour mon besoin, je pars sur une classe directement. Et puis en fait, je n'ai pas de librairie Apache HTTP ou OK HTTP ou je ne sais quoi HTTP, j'utilise un truc que vous avez peut-être entendu parler quand vous faisiez vos premiers cours en Java, ce qu'on appelle un socket. Parce que il s'avère en fait que HTTP, c'est un HTTP1, c'est un protocole c'est du texte sur un socket TCP, quoi. C'est vraiment le genre de truc super basique et du coup c'est très pratique parce que c'est vachement simple à implémenter. Enfin simple. C'est simple. Si on veut implémenter intégralement la RFC, c'est un beau bordel. Si on a un cas très concret, moi je parle de l'API Docker. L'API Docker, elle utilise HTTP comme ça. C'est vachement facile à tester puisque j'ai un Docker en face, donc je verrai bien si ça marche. Et puis de toute façon, il y a tout des pans entiers de la spec dont je me fous éperdument parce que de toute façon, le client Docker ne l'utilise pas. L'API Docker ne l'utilise pas. L'autre point qui est super intéressant, c'est que quand vous utilisez la Docker Socket, vous savez, var run Docker Sock, c'est un protocole qui n'est pas supporté par Java en standard, donc on est obligé d'utiliser le petit bout de Bitonio qui va bien, qui, comme tout petit bout de Bitonio qui va bien, lui, il fournit des sockets tout simplement. Donc du coup, moi, le support, je l'ai de manière native, puisque voilà, donc soit j'ai un socket TCP, JavaNet Socket, soit j'ai un Unix Socket. Et partant de là, je vais pouvoir construire les différentes opérations. Donc par exemple, si je veux faire un Docker info, je fais un get sur version de l'API /info. Et là, je reconnais, j'ai été feignant. J'ai utilisé donc, le code généré par Swagger qui me crée le binding en JSON. C'est une petite librairie JSON vers Java plutôt légère. Et ça me fait la conversion. Poum. Le get lui-même, voilà, j'ai un socket. J'ouvre un stream dessus, j'écris du texte. Je fais flush. Ça, c'est une requête. Pourquoi me faire chier avec Apache, machin. Je ne sais pas s'il y en a, parmi vous, qui ont utilisé les différentes versions du client Apache, où quand on veut rajouter un header, entre la version 3, la version 3.5, la version 4, les API ont changé parce que ça reflétait mieux l'esprit de la spec HTTP, machin. Non, mais un header, c'est une ligne dans l'entête HTTP, quoi. C'est un println, donc on n'en parle plus. Donc là, typiquement, je fais un get, j'ai rien d'autre à raconter, je fais un flush. Pour faire un post, ça va être un peu du même ordre. Je vais rajouter un content type, éventuellement une taille, un transfert encoding, des choses comme ça. Ça va pas très très loin. Alors j'ai appris des choses sur HTTP, c'était l'occasion aussi. J'ai appris pas mal de choses sur Docker, sur la façon dont il manipulait cette API. Mais finalement, le truc, il fait, en gros, il fait 1 millier de lignes, même pas, c'est 800 lignes. Et je peux faire démarrer un conteneur, rentrer dans un conteneur, pouler une image, pusher une image, enfin faire tous les trucs dont j'ai besoin dans un Jenkins, sans aucune dépendance externe. Là où je disais que j'étais feignant avec JSON, c'est qu'en fait, je réalise une chose. C'est que, oui, je sais, ça devrait être fini. C'est pas la peine de payer. Là où c'est que, en fait, JSON, Swagger, le générateur Swagger va me générer du code JSON pour si je prends un exemple, ça sera plus parlant. Par exemple, un inspect réponse, ça me génère ce genre de choses. C'est-à-dire que j'ai des annotations qui disent comment on fait le binding entre un objet Java et le JSON. Et donc, au runtime, il parse ces annotations pour définir en fait, le mapping qui est effectué. Ça, en fait, ce format d'annotation, ça a été conçu pour les gens qui écrivent leur code Java et qui veulent avoir du binding JSON. Moi, ça ne m'aurait absolument pas choqué si j'avais pu générer tout simplement un parseur, bête et méchant, qui prend un payload et qui me génère un objet Java et qui ne sait parser que ça. Parce que voilà, c'est un début de caractère JSON, je déduis que c'est le début de l'objet machin, et j'écris directement un parseur. C'est le truc un peu bien bourrin, mais finalement, les trucs bien bourrins, quand c'est généré, ça me va très bien. J'ai pas envie qu'un générateur me génère du code que j'aurais dû écrire moi. C'est pas le but. Le but, c'est justement que j'ai pas envie d'aller éditer ce code. C'est du code qui est généré, point.
Alors je sais que c'est une vision un petit peu terre à terre des choses. Quand j'ai proposé cette session, il y a des gens qui m'ont dit « mais quand tu fais du HTTP, tu fais un telnet port 80 ». Et la réponse en fait c'est « bah oui ». Ça m'est arrivé plus d'une fois de faire un telnet 80 parce que là effectivement ça permet de se rendre compte comment ça marche HTTP, surtout quand on a un besoin vraiment très très spécifique comme ça. Voilà, donc si vous voulez troller avec moi ou débattre de cette approche-là, je suis à votre disposition et je vais quand même laisser la place au cookie suivant puisqu'on a quand même sensiblement débordé sur le timing, je m'en excuse encore une fois. Merci à tous.